Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galaise sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Le XXe siècle a rétréci le monde en mettant en place des instances de grandeur mondiale et qui peuvent intervenir dans n'importe quelle partie du globe quasiment en temps réel. Tout a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque des observateurs politiciens avertis ont réalisé que le monde devenait fou et qu'il fallait faire quelque chose pour éviter le pire. Mais cette philosophie est rapidement devenue une politique avec l'ambition de gérer le monde à partir d'un point, en identifiant, voire en jouant un rôle crucial dans la gestion des affaires mondiales. Qu'il s'agisse de la paix, du commerce, du développement, de la santé, des droits humains, de l'environnement. La plus significative de ces initiatives, pour voir ce qui se passe partout dans le monde, est l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, fondée en 1945. Elle œuvre pour la paix et la sécurité internationale, le développement social et économique, le respect des droits humains et la coopération entre les nations. Elle va engendrer plusieurs agences spécialisés comme l'UNICEF, l'OMS, le HCR et autres. Et puis il y a le Fonds monétaire international, une institution qui œuvre pour la stabilité monétaire mondiale, la gestion des crises financières et le soutien aux économies en difficulté font partie de ses missions. Ensuite, on a aussi la Banque mondiale, une institution financière qui accorde des prêts et des aides aux pays en développement pour financer des projets d'infrastructure, de réduction de la pauvreté et de développement, mais sous conditions. Puis, il y a l'Organisation du commerce qui régule le commerce international, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui se concentre sur la santé publique mondiale, l'UNESCO, qui œuvre pour la promotion de la paix et de la sécurité dans les domaines de l'éducation, les sciences, la culture. Par ailleurs, on a la Cour internationale de justice, l'OIT, Organisation internationale de travail, et d'autres encore. La question n'est pas de savoir si ces organisations sont encore fidèles à leurs objectifs, mais leur impact sur la gouvernance mondiale, chacune dans son domaine spécifique, est significatif. Comme il existe des instances localisées, au niveau du continent africain par exemple, certains organes intergouvernementaux ou carrément non gouvernementaux œuvrent pour la coopération, le développement, la promotion des intérêts du continent africain à l'échelle mondiale. On peut citer l'Union africaine, l'UA, qui est la principale organisation continentale qui regroupe des États africains. Elle remplace un petit peu l'organisation de l'Unité africaine, l'OUA, avec les mêmes objectifs de promouvoir l'intégration économique, la paix, la sécurité, ainsi que le développement durable en Afrique. Et puis il y a la CEDEAO, organisation économique régionale composée des pays d'Afrique de l'Ouest qui œuvre pour l'intégration économique et la stabilité politique de la région. Et le COMESA, le marché commun de l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. La communauté de développement de l'Afrique australe qui vise à promouvoir la coopération économique, la Banque africaine de développement, l'Union de télécommunications africaine, la FAO, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, enfin il y en a pas mal. Et puis je veux arriver à notre objectif du jour, notre petit trésor d'aujourd'hui, représenté par un trésor humain vivant qui est là parmi nous aujourd'hui. Il y a les comités, dont le comité africain d'experts sur le droit et le bien-être de l'enfant, qui est le premier et le seul organe conventionnel des droits de l'enfant au monde, habilité à recevoir des plaintes contre les États. Il a été établi par l'article 32 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Ses premiers membres ont été élus en juillet 2001, après l'entrée en vigueur de la Charte le 29 novembre 1999.
Alors, pour nous accompagner, notre trésor du jour, nous avons avec nous une experte de ce comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, professeur Sabrina Gahar. Bonjour. Bonjour Lisa, un plaisir et vraiment ravie de me retrouver avec toi à la radio, donc Ifriqiya FM, cette Afrique que je porte dans mon cœur, et surtout aussi par rapport à tout ce qui concerne la protection de nos enfants africains sur notre continent mère. Merci pour l'invitation encore une fois. C'est un plaisir pour moi et pour toute Ifriqiya FM. Donc avant de nous engager dans la découverte des missions du comité, dont tu es un membre influent, comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Dis-moi d'abord qui tu es en fait. Je voudrais un aperçu itinéraire pour comment on arrive à être expert d'un comité aussi restreint en fait. Merci. Dès le début, Oui, merci pour la question. Effectivement, un expert ne va pas se retrouver du jour au lendemain dans un comité, dans un pareil comité, quand même assez lourd en matière d'impact à l'échelle africaine. Donc, moi, mon profil, d'abord, mon background universitaire et donc une formation universitaire en psychologie clinique. Et juste lors de ma première graduation, donc j'ai travaillé sur les personnes atteintes de sida et les séropositifs, un peu sur les représentations psychosociales, suicidaires, etc. Et là, il y avait un membre fondateur de la Forem qui est l'association pour la promotion de la santé et développement de la recherche, oui. Donc qui était fraîchement, tout à fait, pas que médical, concernant la santé en tout. Et donc à ce moment-là, donc le professeur Achoui, qui faisait partie de mon jury de soutenance, m'avait demandé de rejoindre l'équipe de la Forêt pour un peu faire la prévention, la sensibilisation contre tout ce qui concerne le sida. Et c'était à ce moment-là quand même encore, nous étions dans les non-dits, dans les tabous, etc. Donc le sida, c'était quand même, on était à une période où on connaissait pas encore les voies de contamination et tout le reste. Et là, on commençait à sillonner. Bon, c'était quand même assez impressionnant. J'avais l'âge à cette époque-là de 21 ans, donc ça remonte à plus de 30, toute jeune, ça remonte à plus de 33 ans. Et fréquenter les dinosaures, si je peux dire les choses comme ça, les dinosaures de la santé, puisque la Forem c'était un petit noyau de chefs de service à ce moment-là qui ont décidé un peu de travailler dans l'intérêt des communautés, etc. Et aussi d'aller vers les régions, de toucher les régions les plus enclavées, les plus retirées. Et donc, on a sillonné un peu le pays à travers des campagnes de sensibilisation à Tamanrasset, un peu partout dans le sud, principalement, où il y a des communautés étrangères, donc souvent source de contamination. Et donc le militantisme donc a commencé. On a commencé avec le VIH/SIDA, puis après on a eu tout de suite après le début aussi d'un autre fléau qui est la toxicomanie et la consommation. En fait, qui était toujours là, mais il fallait en parler. Il fallait exactement. Il fallait il fallait en parler. Il fallait aussi faire de plus en plus de sensibilisation communautaire au sein des établissements scolaires et au sein aussi des universités. Et par la suite, on a eu la période de violence extrême. Il fallait aussi faire un travail d'intervention psychologique et de prise en charge psychosociale. Donc, j'avais toujours ce parallèle, donc très jeune, entre le mouvement associatif et aussi tout le travail que j'avais à faire en matière de recherche, puisque entre-temps, j'étais admise en magistère, puis après, donc j'ai soutenu, tout à fait, j'ai soutenu ma thèse de magistère, par la suite inscrite en doctorat, et par la suite donc jusqu'au titre de professeur actuellement. Et donc j'ai toujours gardé ces deux casquettes qui pour l'instant, à un moment donné, je me suis retrouvée donc dans des comités intersectoriels, le Conseil national des droits de l'homme par exemple, aussi l'organe national de la protection de l'enfance. Donc vu tout le travail de terrain qui
pour le début, je pensais que c'était vraiment dans un écart ou plutôt dans un parallèle qui pouvait se rejoindre. Finalement, à travers le mouvement associatif, tout se recoupe et ça m'a permis surtout... Les ONG ne sont que des associations à grande échelle. Exactement, et ça m'a permis aussi de dégager les problématiques de recherche avec mes étudiants que j'encadrais au fur et à mesure, et aussi de rédiger des articles, de les publier, des ouvrages. On a suivi plusieurs ouvrages, plusieurs articles. Tout à fait, exactement. Donc voilà un peu le parcours, et c'est comme ça donc de ce national qui a commencé à travers le mouvement associatif et du local. Petit à petit, c'est devenu aussi donc je représente la Forem dans plein donc d'organismes, de commissions et d'organismes nationaux et d'institutions nationales, et à partir de là donc j'ai pu par la suite donc me retrouver dans ce comité. Ça change pas beaucoup, hein, c'est toujours le même militantisme. Mais on revient quand même au comité. Alors c'est un comité quand même assez restreint. Il y a 11 membres et on est à peu près 54 pays, hein, Tout à 55 fait. Pays à adhérer. Tout à fait. Les 11 membres, est-ce qu'ils sont permanents ou est-ce que ça change? Ça change régulièrement. Donc au tout début, il y avait une autre organisation. Il y avait une partie qui avait un mandat pour 2 ans et les autres ils avaient un mandat de 4 ans. Mais juste après, les choses se sont quand même mieux organisées. Donc dès notre nomination, nous avons un mandat de 5 ans qui est rééligible une seule fois. Après par la suite. On peut passer au maximum 10 ans. On peut passer au maximum 10 ans. Donc ça même du d'un État et donc c'est les autres États qui vont rentrer. Au bout de 10 ans, l'Algérie ne peut pas changer de membre. Oui. Donner un autre nom au lieu du tien. Au fait, ça se passe pas comme ça. Au fait, c'est l'Afrique est composée de 5 régions. Donc nous avons la région du Nord, l'Est, l'Ouest, centrale et australe. Et de chaque région, les pays vont proposer leurs candidats. Au fait, c'est les États membres qui proposent leurs candidats. Et par la suite, lors de la grande rencontre des chefs des États et du quand même de l'État en question. C'est l'État qui propose. Voilà, et l'État peut même un candidat. Tout à fait. Et l'État peut même proposer jusqu'à 2 candidats. Bien sûr, la sélection se fait par rapport à certains principes et critères. Le respect du genre, il est très important et pris en considération. Et surtout aussi le fait d'avoir, il est très encourageant de proposer des personnes qui font partie de la société civile. Pourquoi? Parce qu'au fait, nous sommes effectivement proposés par les États et après élus par la conférence des chefs des gouvernements et des chefs des États et du gouvernement. C'est une élection après qui se fait par la suite surtout sur la base des CV des uns et des autres, sur la base des parcours des uns et des autres, et qui pourra bien sûr travailler et militer le plus pour le bien-être de l'enfant et pour la promotion de leurs droits. Donc c'est par région, donc au départ. Après il y a cette élection qui se fait à travers donc tous les États membres par la suite. Mais il suffit qu'on soit donc qu'on ait notre nomination, on prête serment d'impartialité, d'indépendance, donc de justice, etc. Donc on ne représente plus l'État lui-même. On devient donc on siège à titre personnel. Après par la suite, on n'est plus le représentant de tel État ou de l'Algérie. Contrairement à d'autres organisations où chacun représente est là pour défendre les intérêts de son État ou de son pays. Tout à fait. Mais je voudrais quand même savoir, quand on est membre dans les 54 ou 55 pays, je dis 55 parce qu'il y a le Soudan qui a été divisé en 2. Oui, et donc le Sud-Soudan. Voilà. Et donc, nous ne sommes pas tous membres du comité, mais ils sont membres de quoi en fait? Quels sont ces 55? Ils sont membres de quoi? C'est pas l'Union africaine, c'est toute autre chose, mais c'est quoi pour avoir la possibilité de présenter un membre au comité? Alors ceux qui sont membres, au fait, on parle de membres par rapport à l'État membre lui-même déjà. Donc ceux qui sont membres, ce sont les États qui ont signé et ratifié. Ils deviennent ratifier la charte pour c'est ça. On revient à la charte d'abord. Qui va nous donner droit de se proposer. La charte africaine pour la protection, pour les droits de l'enfant et le bien-être. Donc il faut déjà passer par là. Actuellement, il y a encore 3 pays qui n'ont pas ratifié encore la charte. On fait le plaidoyer. Moi-même, je suis rapporteur, par exemple, de Tunisie. On fait le plaidoyer. Qui n'a pas ratifié la charte. Alors que non, il n'y a pas que la Tunisie. Il y a d'autres pays qui n'ont pas encore ratifié la charte. Pays, je crois, tout à fait. Donc ils n'ont pas encore ratifié. Et ça reste quand même l'instrument le plus ratifié par rapport aux autres, le plus ratifié. Et vous avez bien fait, Ouizia, de noter que c'est le seul
instrument et le seul aussi comité qui permet, qui est quand même contraignant, mais qui permet aussi aux États, mais pas que les États, aussi aux organisations non gouvernementales qui sont affiliées à des institutions onusiennes ou plutôt à l'Union africaine, etc., ou même à des personnes donc physiques qui pourraient donc présenter des communications ou ce qu'on appelle, nous on appelle dans notre jargon les communications, mais c'est plutôt des plaintes individuelles, des dénonciations, des plaintes individuelles, bien sûr qui sont traitées en forme et en contenu au niveau du contenu, par rapport à la recevabilité, par rapport à la forme, puis après par rapport au contenu. Donc c'est le seul quand même comité qui a cette possibilité sans donc d'emblée créer une interactivité directement. Mais est-ce que contrairement au comité des Nations Unies. Oui. Le comité des Nations Unies, il faut d'abord ratifier donc les 2 protocoles qui sont liés à la convention, mais aussi un 3e qui est le protocole de présentation de plaintes individuelles. Donc les États qui n'ont pas présenté, qui n'ont pas ratifié le protocole, on ne peut pas présenter contre eux, contre ces États, contre ces gouvernements, toute atteinte faite à l'enfant. Mais est-ce que les plaintes peuvent être présentées uniquement par les États africains ou les organisations internationales ou encore par des pays non africains contre des États africains? Par exemple, s'il y a violation des droits de l'enfant, à travers leur organisation, ils peuvent le faire. À travers leurs organisations, ils peuvent très bien le faire. Et c'est le comité, bien sûr, qui va siéger, qui va traiter de façon, bien sûr, très objective, donc les questions, et on le fait régulièrement. C'est le bonheur. Du moment où il y a communication, c'est-à-dire où il y a intervention des États ou des organisations ONG, enfin organisations internationales ou non gouvernementales, pour dénoncer, on appelle ça communication, mais c'est quand même des dénonciations d'abus contre les enfants. Violation, oui. Est-ce que le comité, le rôle du comité en fait, est-ce qu'il peut réellement interdire aux États de pratiquer ces abus?
Comment ça se passe? Oui. Merci. Il y a quand même la souveraineté nationale. Merci pour la question, parce qu'au fait, ça aussi, ça fait ce que je suis en train de faire et ce que vous m'avez permis aujourd'hui. Effectivement, c'est aussi le rôle des experts du comité de faire la promotion et de parler du rôle du comité de plus en plus pour éclairer d'abord l'opinion publique et aussi pour faire un rappel aux États membres. Donc, effectivement, lorsque l'État membre signe et ratifie, il a un engagement. La charte est contraignante. Donc il a un engagement pour d'abord présenter ses rapports, donc son rapport initial, puis après les rapports périodiques. Et nous, les membres du comité, nous examinons les rapports par rapport à la conformité concernant au respect des différents principes et droits concernant donc la charte. Et toute atteinte est bien sûr reprise dans les observations et les recommandations finales. À la suite de ces observations et de ces recommandations finales, que fait le comité? Donc le comité va opérer ou plutôt va procéder à des missions de suivi sur le terrain. Et donc en se basant sur les recommandations, il verra si telle ou telle recommandation qui concerne par exemple un manquement, tout à fait, ce qu'on retrouve énormément, hein, c'est un problème surtout pour les filles, même si les adolescentes. Il y a eu des efforts, mais il y a beaucoup de pays africains qui ont des filles, ce qu'on appelle les pratiques néfastes à l'encontre des filles, des adolescentes qui tombent enceintes et qui sont déscolarisées parce qu'elles se retrouvent donc enceintes à un moment donné. Parce qu'il n'y a pas de structure qui reçoit les filles enceintes. Exactement. Ou plutôt parce qu'il y a les stigmas aussi, et parce qu'il y a des représentations culturelles autour de ça, et donc la fille ne jouit pas de son droit à l'éducation. Et donc dans ces missions de suivi, le membre, bien sûr, et donc nous revenons ici aux mécanismes spéciaux que nous retrouvons pas, par exemple, en comparaison avec avec le Comité des Nations Unies. Donc, nous avons ce qui concerne donc ces mécanismes spéciaux qui sont identifiés à travers les membres du comité, et chaque membre du comité s'occupe d'une thématique bien spécifique concernant par exemple les enfants privés de scolarité ou plutôt l'éducation, concernant aussi les enfants qui sont privés de famille. Moi-même, je suis rapporteur spécial des enfants en déplacement. Donc, chaque expert va s'occuper d'une thématique bien précise, et aussi il va s'occuper de certains pays. Donc, le choix de ces pays, par exemple, moi, je suis rapporteur de Tunisie, Libye, Djibouti, Guinée-Bissau, etc. Le choix se fait déjà à travers la langue, puisque nous avons en Afrique cette richesse et diversité culturelle à travers les langues, à travers les cultures. Donc nous avons un continent de 2000 langues quand même. Il faut les parler. Tout à fait. J'aimerais quand même, il y a quelque chose que je ne comprends pas tout à fait quand un État, en disant pour des changements politiques ou même des changements climatiques, ne respecte pas des conditions qui l'ont mené à ratifier la charte. Est-ce qu'il y a un système qui exclut ces États, qui met fin à la... Oui. Au fait, c'est vrai que on dit que c'est contraignant, mais on essaye de tenir un langage dans le sens où nous sommes là aussi pour accompagner les États, accompagner dans la mise en œuvre, la meilleure mise en œuvre possible de la charte africaine pour les droits et le bien-être de l'enfant. Et un point très important, cette charte s'identifie ou se qualifie en comparaison avec la Convention internationale à travers ce concept qui est le bien-être, et qui est extraordinaire, parce qu'aussi on revient à la notion de famille, on revient à la notion de communauté, on revient à la notion de responsabilité de l'enfant à l'égard de sa famille, à l'égard de sa communauté, etc. Et donc on essaye d'accompagner les États, et nous avons créé aussi le comité a créé un mécanisme spécial qui concerne les groupes de travail. Parmi les groupes de travail, nous avons un qui s'occupe de l'implémentation, ou plutôt le suivi de la mise en œuvre des décisions. En fait, c'est des décisions, des recommandations, des observations. Nous avons aussi des lignes directrices générales pour une thématique bien précise, et donc
qu'on accompagne les États dans la mise en œuvre et comment ils vont essayer de mettre en œuvre ces décisions et aussi pour que leurs enfants puissent jouir au maximum de tous leurs droits et surtout des principes de la charte principalement. Donc à travers ces mécanismes spéciaux qui sont ou le rapporteur de pays ou les groupes de travail et à travers aussi la présence durant les sessions, tous les États africains, surtout les membres, sont présents à travers donc les représentants des gouvernements, de leur gouvernement lui-même. Donc ils sont présents ou pour présenter leur rapport ou aussi pour discuter des différentes thématiques. Dernièrement, à la dernière session, il y a longtemps que l'Algérie, on n'a pas vu l'Algérie depuis que j'ai prêté serment. L'Algérie était présente à travers la mission permanente, mais nous n'avons pas eu une représentation d'un secteur concerné par l'enfance. Donc l'organe de la protection de l'enfance était présent lors de la dernière session et il a présenté la stratégie de l'Algérie dans la protection des enfants atteints d'handicap. Et sans présenter le rapport, donc les États peuvent être présents pour faire partie de certaines discussions, certaines thématiques, et aussi ils peuvent aussi, donc les représentants des États concernés, mais pas que. Nous avons aussi, on oublie toujours de parler des INDH, donc des institutions des droits de l'homme, qui eux aussi sont tenus par, d'abord ils doivent être affiliés, et aussi sont tenus par l'examen des rapports, donc ils doivent présenter quand même le rapport alternatif, et aussi l'organisation de la société civile qui aussi doit aussi s'organiser. Et à travers ce micro, j'appelle la société civile algérienne à penser de plus en plus à s'organiser, à créer des alliances, des réseaux. Il y a beaucoup de travail à faire aussi pour travailler non pas dans la région du MENA et à travers les réseaux aussi arabes, mais aussi à faire tout un travail, à s'orienter de plus en plus vers l'Afrique, parce que c'est ce qu'on nous reproche, nous les pays. Être plus présent dans les ONG, les organisations. Être plus présent dans les différents ONG, exactement, et dans ces instances, tout à fait. Et je pense que dans ce sens-là, l'université peut être un apport considérable, parce que les jeunes qui ont fait des études, qui connaissent le langage international, qui maîtrisent quelques langues quand même, sont à même d'être des membres influents dans les ONG, dans les organisations internationales. Et il y a des ONG justement qui appellent les États, notamment l'Algérie, à être plus présents. Tout à fait. C'est une opportunité pour tous nos étudiants et il y a beaucoup à faire dans ce sens-là. Puis il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Alors penses-tu que ce comité a réellement un impact sur les gouvernements au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, après la crise de la santé, la crise sanitaire, les crises qui en ont découlé, ces guerres souvent basées sur des faits, sur des causes invraisemblables, et qui n'ont comme victime que les enfants, en fait. Vous savez, quand vous demandez à un État et quand il est obligé de présenter son rapport et aussi d'aller dans les détails des mécanismes, comment, à travers quoi et quel mécanisme fait que l'enfant qui est sur le sol de cet État puisse jouir de son droit, par exemple, au divertissement, à la santé, etc. Déjà, droit à la vie pour commencer. Déjà pour commencer, à la vie, à la survie. Parce que ça fait pas si longtemps, on tuait quand même des enfants dans plusieurs pays, et dont d'autres ont tué des filles, pas les garçons. Exactement. Parfois le contraire, mais rarement. Oui, tout à fait. Actuellement, ce qui se passe au niveau du Congo, nous avons donc établi, et vous pouvez le retrouver sur le site du comité, donc nous avons établi un communiqué pour dénoncer et appeler donc le gouvernement à plus de protection des enfants. Donc dès qu'il y a une atteinte qui est quand même, le comité fait le constat qu'il y a une atteinte aux droits de l'enfant dans une région bien précise, concernant surtout les conflits armés, concernant les changements climatiques et aussi l'impact des changements climatiques, nous allons avoir de plus en plus d'enfants déplacés à cause des changements climatiques, donc à cause de la sécheresse. C'est toutes les familles, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les enfants. Exactement, et principalement les enfants non accompagnés de leur famille, donc qui vont fuir la précarité, la pauvreté, qui vont chercher donc plus de sécurité ailleurs, et donc tous les États donc sont redevables, surtout ceux qui ont
ratifié, sont redevables. Donc il y a ce principe de redevabilité, sont redevables de protéger et de montrer surtout comment ils ont protégé, à commencer d'abord par leur politique, puis à commencer par leur législation qui doit être conforme, parce qu'à partir du moment où on ratifie, on doit se conformer à la législation déjà, et après par les différentes politiques, les stratégies, les mécanismes qui sont bien sûr mis en œuvre. Donc les États, je pense qu'ils font quand même qu'ils font un effort, mais il n'est pas suffisant, parce que l'Afrique a ses propres spécificités, ses propres problématiques, comme les pratiques néfastes. Et ses propres problèmes aussi. Ses propres problèmes. La sécheresse, le exactement, Sahel et le Sahara. Exactement. Ce qui va engendrer aussi la migration illégale, dont de plus en beaucoup plus sont quand même des enfants, puisque la charte s'arrête à 18 ans, et beaucoup de jeunes, ados, essayent de migrer, traverser la mer, alors qu'ils n'ont pas encore 10 ans, 14, 15, même parfois moins. Tout à fait. Et qui se retrouvent comme des chairs pour la chair à manger, pour leur nourriture pour les poissons. Tout à Voilà. fait. Et ça, parfois aussi, ils sont sujets à la traite aussi. Oui. Hein. Et l'Algérie vient de ratifier, vient plutôt nous avons eu la loi qui protège les personnes contre la traite. Donc effectivement, tous ces mécanismes de protection sont quand même les bienvenus et sont avantageux pour la protection des enfants au continent africain. Malheureusement, on n'a plus le temps de continuer dans cette discussion qui est très très intéressante et surtout très importante. Donc, juste 2 mots pour la fin. Votre souhait pour les enfants? En ma qualité de rapporteur spécial pour les enfants en déplacement, moi j'aimerais qu'il y ait de plus en plus d'accords bilatéraux, multilatéraux entre les États membres d'abord pour commencer, et qu'il y ait plus de protection commune pour ces enfants. Aussi qu'il y ait encore pour les pays qui n'ont pas encore ratifié, donc je lance un appel pour que ces pays puissent encore penser aux enfants qui se retrouvent sur leur sol et accélérer le processus de ratification. Merci, j'aimerais aussi que l'Algérie puisse aussi accueillir une des sessions de ce comité, comme ça on pourra faire bénéficier tous les intéressés et les acteurs. Donc on le disait bien, le bien-être de l'enfant est un concept global qui inclut la santé physique, mentale et émotionnelle, la protection contre les abus et la violence, l'accès à une éducation de qualité, un environnement de vie sûr et sain et la possibilité de participer activement à la société et à la société civile. C'est essentiel pour garantir le bien-être de l'enfant. Chers amis, prenez soin de vous, de vos enfants et de ceux des autres. Peace, Mr. Masaka. Watcha, watcha, watcha. Subiri kidogo. Watcha, watcha, watcha. Subiri kidogo. Songa, songa, songa. Songa, songa, songa. Hey, hey, pause. We go. Tembea, tembea, tembea. Kunyugo. Tambula, tambula, tambula. Kunyugo. Watcha, watcha, watcha. Subiri kidogo. Fungua, fungua, fungua. Kunyugo. Fungua, fungua, kunyugo. Sho. Balake. Aye. Uyo. Aye, mama. Aye. Uyo. Aye. Uyo. Aye, mama. Aye. Uyo. Pita pite. Achoo. Pita pite. Achoo. Watcha. Subiri kidogo. Fungua, kunyugo. Fungua, kunyugo.
wacha, wacha, wacha. Subiri, subiri kidogo.